Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Beck. L'agriculture revient dans l'actualité avec une loi notamment sur les pesticides. Ce sera lundi à l'Assemblée nationale. Des agriculteurs qui, pour certains, commencent à nouveau à se mobiliser. Et hier, l'Europe qui décide de surtaxer les engrais russes. Tous les groupes du Parlement européen ont voté pour. Que ça va de la gauche à la droite, et en passant par le centre évidemment. Mais pas l'extrême droite, pas le Rassemblement national. Pour quelle raison ? Mais pour une raison simple, c'est que malheureusement, l'Union européenne et la France en particulier n'ont pas développé leur capacité à produire leurs propres engrais. Moi, dans les Hauts-de-France, j'ai un exemple très concret. J'ai une petite mine que j'ai cherché depuis 3 ans à rouvrir, une mine de matières premières pour développer ces engrais. Nous avions une usine de transformation dans le Pas-de-Calais. Cette usine a fermé, mettant des employés au chômage très qualifiés. Dans Loire-Atlantique, de mémoire, le groupe Yara, qui est un groupe norvégien, a aussi été autorisé à fermer des capacités d'importation et de production européennes. Donc, on a réussi à trouver autre chose que du gaz russe quand on a voulu s'en passer. On ne pourrait pas trouver autre chose. On n'a jamais trouvé autre chose que du gaz russe, je le regrette d'ailleurs. Mais vous savez, on ne peut pas trouver d'autres engrais. Oui, non, mais c'est pas vrai, Monsieur Beck, parce que l'année dernière, la France a eu le triste record d'importation de gaz russe par bateau. Donc on a remplacé. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est du gaz qui rentre en France pour repartir en Europe. Oui, d'accord, mais c'est bien l'Europe qui a pris des sanctions, c'est pas que la France. Jean-Philippe Tanguy. Donc on n'a pas remplacé, je finis ça, on n'a pas remplacé le gaz russe par autre chose que du gaz russe. Donc en fait, il y a beaucoup de désinformation à ce sujet. Si la Russie aujourd'hui a des capacités aussi importantes de production d'engrais, c'est que l'Europe lui a laissé ce quasi-monopole et on ne peut pas faire d'agriculture sans engrais. D'ailleurs, ils l'ont pas interdit, ils l'ont surtaxé. Donc en fait, tout ça. Oui, alors justement. Mais attendez, mais précisément les engrais, c'est du gaz russe. C'est du gaz transformé. Oui, mais précisément, c'est ça la motivation en fait de ce texte, c'est de cette surtaxe. C'est un débouché de gaz que l'Europe décide de supprimer pour les Russes. C'est pas à supprimer. Vous verrez, on continuera à importer des engrais puisqu'on les produit pas. Donc la vraie question. Bonjour Madame. Ce sera surtaxé. La vraie question, c'est pourquoi depuis le Covid, parce qu'il y avait déjà des tensions avant l'invasion de l'Ukraine, et pourquoi depuis l'invasion de l'Ukraine, les pays de l'Union européenne et la France en particulier n'ont pas produit leurs propres engrais. Nous, on l'a demandé, on l'a soutenu. Je vous ai donné un exemple très concret avec les 3 préfets qui se sont succédés dans la Somme. J'ai essayé de défendre, c'est un tout petit projet, mais c'était symbolique. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été suivi, et il n'y a aucun département français, malheureusement, qui a reproduit de l'engrais. Donc ça, c'est la réalité. Donc c'est facile, si vous voulez, de prendre des taxes que paieront les agriculteurs et les consommateurs à la fin. Pourquoi n'a-t-on pas produit d'engrais ? Ça, c'est la vraie question qui se pose, et malheureusement, c'est comme beaucoup de secteurs stratégiques où on est encore dépendant de la Russie ou d'autres régimes autoritaires. Et quand vous voyez Vladimir Poutine hier soir qui annonce l'instauration, le projet d'une zone tampon à nouveau de plus, en tout cas à la frontière, vous vous dites, enfin, on se dit que le cessez-le-feu s'éloigne. Vous faites le lien avec les deux, avec cette histoire d'engrais russes justement. Mais j'aimerais ne pas le faire, mais je condamne cette zone tampon. Je condamne toute volonté de toucher aux frontières issues des différents traités de paix en Europe et ailleurs dans le monde. Mais je constate que l'Union européenne, à part faire des sanctions qui ne sont pas appliquées, à part pour les taxes, ne produit pas ce que nous devrions produire. Est-ce qu'on sait faire des engrais dans l'Union européenne ? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Ça, c'est la responsabilité des dirigeants européens et pas du Rassemblement national. Nous, on soutient, une fois de plus, toute volonté de réindustrialiser l'Europe, de reproduire ce que l'on peut faire, ou de faire des partenariats avec d'autres pays pacifiques qui ont la capacité de le faire. Ça n'a pas été fait. Ici, et plusieurs fois sur votre plateau depuis que je suis député, j'avais dit que les sanctions sur le gaz mèneraient à un gaz plus cher, mais toujours un chèque fait à la Russie. Moi, j'ai dit la vérité. Mes opposants ont menti. Je le regrette. Alors, dans l'actualité internationale encore, Jean-Philippe Tanguy, il y a cette tension qui monte entre France et Israël. L'antisémitisme est en hausse à cause de pays comme la France. C'est ce que dit l'ambassadeur israélien à Washington. C'était quelques heures après l'attaque qui a eu lieu au musée juif à Washington. Tout ça parce que la France envisage de reconnaître un État de Palestine. La France, comme le Royaume-Uni et le Canada, encourage les meurtriers de masse du Hamas. Ça, c'est Benyamin Netanyahou qui le dit. Est-ce que ces propos, vous les trouvez choquants ? Oui, non, mais moi je ne peux pas laisser mon pays se faire insulter. Je regrette que M. Macron ait changé d'avis en permanence sur un certain nombre de sujets très importants concernant le conflit entre Israël et Gaza. Mais la France, comme pays, comme gouvernement, comme nation, n'encourage pas l'antisémitisme et la haine contre les Juifs à travers le monde.
évidemment. Donc ces propos, je les condamne. La réalité, c'est que l'antisémitisme, malheureusement, flamboie à travers le monde, que j'ai une pensée pour la famille de ces deux innocents israéliens assassinés aux États-Unis, qui par ailleurs étaient des militants pour la paix et la réconciliation, qui ont été tués par un sympathisant du Hamas, visiblement. Mais la France ne doit pas être insultée dans ce conflit. Par contre, la France devrait jouer un rôle pour la paix, et notamment en démobilisant les soutiens du Hamas, en coupant cette organisation terroriste ou d'autres de ses soutiens à travers le monde, ce que l'Occident n'a pas fait depuis les attentats du 7 octobre, ce que je regrette, puisque la capacité de la France ou des pays européens à intervenir évidemment sur ce conflit sont très limitées. Par contre, on aurait pu essayer de débrancher tous les soutiens financiers, moraux, politiques du Hamas, notamment de la part des pays du Golfe. Voilà, c'est difficile de les stigmatiser publiquement parce qu'un certain nombre jouent un double jeu, c'est-à-dire à la fois un soutien du Hamas et à travers ce soutien au Hamas, parfois des capacités de libérer des otages ou de rendre un certain nombre de services. Vous visez le Qatar, en fait, là, Jean-Philippe Tanguy. Mais oui, mais ça n'empêche pas, et c'est le sens de la diplomatie, de manière discrète, secrète, d'inciter au désarmement moral, financier et politique du Hamas, ce qui n'a pas été le cas depuis 3 ans, ce que je regrette, puisque le Hamas, visiblement, a toujours de l'argent et toujours des armes qui entrent dans ses mains. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous reprochez à la position française est-ce que la France a raison de souhaiter la reconnaissance d'un État palestinien? Est-ce que la France a raison de protester contre l'offensive israélienne à Gaza? Est-ce que c'est ça qui vous gêne? C'est surtout l'inconstance et des déclarations qui sont très difficiles à suivre. Quelle doit être la position? La position de la France, historique, et on la soutient toujours, c'est celle de 2 États. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'État ou de capacité à avoir un État dans les territoires palestiniens ou dans la bande de Gaza, qui sont, pour la bande de Gaza, complètement soumises à la dictature sauvage du Hamas. Dans les territoires palestiniens, l'autorité traditionnelle du Fatah est considérablement affaiblie. Le Fatah, aujourd'hui... La colonisation aussi est un sujet en Cisjordanie. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un sujet de colonisation, mais le Fatah en face n'est pas capable d'assurer une autorité. Les élections ne se sont pas tenues depuis très longtemps. Donc, avant de reconnaître un État palestinien, il faut redonner de la force, de la vigueur à des autorités légitimes, pacifiques, non islamistes, comme le Fatah ou d'autres partis, puisque les Palestiniens sont totalement libres d'encourager d'autres forces politiques non terroristes et non islamistes, évidemment, dans les territoires qui leur appartiennent de droit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, historiquement, il faut maintenir, évidemment, 2 États. Aujourd'hui, concrètement, reconnaître l'État palestinien, ce serait donner un chèque en blanc au Hamas, que je pense personne ne veut. Comment vous qualifiez ce qui se passe en ce moment à Gaza et qui déclenche ces prises de position de la France et les protestations, pas seulement de la France, d'autres pays européens d'ailleurs? C'est une guerre cruelle, difficile. C'est une famine aussi, déjà? Difficile, sans doute un risque de disette. Pourquoi? Parce que le Hamas, utilisant les civils comme un bouclier, comme une organisation terroriste sans foi ni loi, rend l'opération israélienne extrêmement difficile. Tanguy, et moi, je m'étonne quand même. L'accès à l'aide humanitaire, ça fait partie de la guerre? Mais si cet accès humanitaire, malheureusement, est détourné par le Hamas et ne va pas aux civils, c'est compliqué. Là, peut-être que les États-Unis, par exemple, pourraient intervenir pour s'assurer que l'aide humanitaire aille bien aux civils. Ça, c'est une proposition concrète qu'on pourrait évidemment soutenir. Mais le Hamas, malheureusement, ou d'autres obédiences, détournent cette aide humanitaire. Qu'est-ce qui empêche de dire clairement les choses? Benjamin Haddad dit, il parle de mouroir, est-ce que c'est pas ça la réalité aujourd'hui? Ministre des Affaires européennes. Je trouve qu'un certain nombre de dirigeants européens et français n'ont visiblement pas conscience de ce qu'est une guerre. Donc peut-être qu'on a vécu dans une illusion que la guerre pouvait être propre, qu'elle ne pouvait pas être cruelle. Il y a des règles dans une guerre avec une protection des civils. Il y a des règles, évidemment, et l'État israélien, qui est une démocratie, elle, est capable de poursuivre les criminels de guerre, contrairement au Hamas, qui ne poursuivra aucun criminel présumé ou réel. Mais même s'il y a des règles de la guerre est toujours cruelle et toujours infâme. Et pour les civils. Donc c'est vrai qu'en Europe, on vit dans une espèce de bulle où on croit qu'on peut faire des guerres civilisées. Écoutez, le concept de guerre civilisée, il est quand même extrêmement limité. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire pression sur Benyamin Netanyahou, par exemple? Mais on peut faire pression, mais cette pression, déjà, je préférais qu'elle s'exerce de manière discrète et subtile, et pas dans des règlements de compte publics ou dans des positions opportunistes pour faire quelques voix en France. Voilà. Mais les sanctions, par exemple, les sanctions qu'envisage l'Union européenne, vous les soutenez ou vous dites non, ce sera... Pourquoi on devrait sanctionner pour le moment le gouvernement israélien, une fois plus, qui est une démocratie, qui répond de ses actes, ce qui n'est pas le cas, une fois plus, du Hamas ou d'autres obédiences ici ou là
sur d'autres territoires ou dans d'autres pays comme le Hezbollah. Donc je ne comprends pas pourquoi on devrait sanctionner Israël qui se bat pour sa survie, son existence. Le peuple juif est un petit peuple de 20 millions de personnes qui essaie de résister à l'immensité du monde. Comment ce qui a été voté par la moitié, 9 pays de l'Union européenne, il y a cet article 2 notamment, de l'accord entre Israël et l'Union européenne, qui stipule que leurs relations sont fondées sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques. Oui, mais je ne vois pas en quoi pour le gouvernement israélien... Le respect des droits de l'homme n'est pas bafoué. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi Israël ne respecte pas les droits de l'homme et en tout cas la capacité de la démocratie, une fois plus, en affamant toute une population. Mais il n'y a pas de volonté d'affamer la population, ça n'a pas été démontré. Je veux dire, et là, il y a beaucoup de raccourcis quand même, madame, parce que démontrer aujourd'hui que le gouvernement israélien a volontairement affamé des civils, ça n'est pas fait. Il y aura des enquêtes, il y aura des historiens, il y aura des juristes pour mener les investigations nécessaires. Une fois plus, Israël répondra de ces actes et les personnes qui auraient pu commettre ces actes seront punies et poursuivies. En même temps, Jean-Philippe Tanguy, vous dites qu'il faut mettre la pression sur le gouvernement israélien et c'est aux États-Unis peut-être de le faire pour qu'il y ait de l'aide humanitaire. En même temps, vous dites non, ils n'affament pas réellement. En tout cas, ils ne font pas de façon délibérée. S'il y a une solution, c'est potentiellement que ils ont conscience de ce qu'ils font. Mais affamer, c'est une stratégie politique. Et je peux vous citer des exemples, malheureusement, au sein du continent européen de triste mémoire, où des gouvernements ou des armées ont volontairement affamé des civils pour les tuer. Ce n'est pas ce que fait le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien constate que l'aide humanitaire ne va pas aux civils et va au Hamas. Et donc, c'est le Hamas qui affame, en réalité, ses compatriotes, si on peut les nommer comme ça, même si je pense que le Hamas n'a d'autre patrie que l'islamisme. Alors, venons-en aux frères musulmans, avec le rapport déclassifié en partie par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Jordan Bardella veut les interdire, ces frères musulmans. Comment faites-vous ? Oui, comme Marine Le Pen le propose depuis très longtemps, dans une certaine, non seulement indifférence, mais avec une combativité, nos opposants nous ont combattus sur ce sujet. Mais il faut combattre et interdire toutes ces caractéristiques, toutes ces manifestations, associations culturelles, pénétration dans l'éducation nationale, dans le milieu sportif. Évidemment que les frères musulmans, comment vous les identifiez ? Par toutes leurs manifestations, justement. Mais donc interdire les frères musulmans est un slogan. C'est pas un slogan, c'est un objectif. Mais il n'y a pas évidemment d'association avec pignon sur rue. Donc il faut poursuivre toutes les associations qui s'en réclament, qui sont infiltrées par elle, qui sont animées par son idéologie. Mais excusez-moi, c'est exactement de la même façon qu'on condamne la perpétuation de l'idéologie nazie ou d'autres idéologies haineuses ou terroristes d'ailleurs. À quoi on identifie une association l'hydre, on voit des têtes de l'hydre qui poussent, qu'il faut couper en permanence, qui repoussent. Voilà, l'hydre islamiste évidemment est très difficile à combattre, comme toute idéologie qu'on a pu connaître par le passé ou qui peut perdurer aujourd'hui. D'ailleurs, même l'idéologie nazie, je trouve qu'en France, on la laisse prospérer. On a bien vu avec le 9 mai où j'étais un peu tout seul, il faut bien le dire, dans le paysage politique pour les condamner et les faire interdire. Bref. Jean-Philippe Tanguy, comment vous repérez une association frériste ? Mais par son idéologie, parce qu'elle professe, par les comportements vous imaginez bien que tout ça se fait peut-être de façon plus discrète ? Eh ben non, justement, sinon il n'y aura pas ce rapport qui constate effectivement l'échec de politique et vous n'aurez pas M. Macron qui demande des mesures. Moi, je peux vous donner beaucoup d'exemples dans le paysage politique, associatif français, dans les Hauts-de-France notamment. Moi, régulièrement, sur ma circonscription, j'essaie de faire interdire des projections cinématographiques, des ateliers culturels, qui sont des faux-nés de l'islamisme, et je constate que les services de l'État ne sont pas toujours au rendez-vous. Jean-Philippe Tanguy, vous restez avec nous, député Rassemblement National de la Somme. On va continuer d'évoquer ce sujet des frères musulmans, de ce rapport et de la manière d'y répondre aussi, juste après votre fil info, 8h46, Julien Raymond. Le tireur présumé de la fusillade à Washington, inculpé pour meurtre, auteur d'une attaque qui a coûté la vie à 2 employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis il y a un peu plus de 24 heures. C'est un homme de 31 ans, activiste pro-palestinien. Il a posté des messages sur les réseaux sociaux où il condamne les bombardements à Gaza. Il proteste toujours contre la modification des tarifs du transport sanitaire des malades. Les représentants des taxis mobilisés depuis plusieurs jours rencontreront le Premier ministre François Bayrou demain. Annonce du président de l'Union nationale de la profession. La concurrence jugée déloyale des VTC sera aussi au cœur des discussions. Place aux réquisitions. Aujourd'hui au procès, le Squarnex, l'ex-chirurgien pédocriminel accusé de viol et d'agression sexuelle sur 299 victimes. Il fait face aujourd'hui au ministère public après 3 mois d'audience devant la cour criminelle du Morbihan. Et puis le festival de Cannes et les frères Dardenne attendus sur le tapis rouge aujourd'hui. Les deux Belges viennent présenter leur nouveau film intitulé Jeune mère. Les frères Dardenne ont déjà remporté 2 palmes d'or sur la Croisette.
France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la 4e circonscription de la Somme. On parlera d'économie aussi, c'est votre spécialité. Oui, vous êtes membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée. Mais pour poursuivre sur les frères musulmans et ce rapport, ce que dit le rapport, c'est que pour éviter que les musulmans se tournent vers le frérisme, il faut aussi être très attentif au sentiment de rejet, de discrimination, et ça c'est très présent, et le rapport préconise de lutter justement contre ce que ressentent les musulmans. Vous l'entendez ce constat aussi ? Non, je le regrette. Je regrette que dans ce rapport, il y ait cette petite partie pro-frériste, en fait, puisque prétendre que les Français de confession musulmane n'auraient pas les mêmes droits que tous les autres Français en France, c'est faux. Voilà. On pourrait malheureusement, peut-être à l'exception de Mayotte, nos compatriotes musulmans de Mayotte n'ont pas les mêmes services publics, n'ont pas les mêmes droits économiques, mais sur le territoire hexagonal, c'est totalement faux. Les Français de confession musulmane ont le droit à la même école, au même hôpital, aux mêmes services publics, aux mêmes chances, aux mêmes opportunités. Il n'y a pas de discrimination fondée sur la religion en France, totalement faux. Et c'est le blabla que raconte monsieur Ramadan et ses affiliés depuis 30 ans. Sauf que vous pouvez apprendre le chinois, vous pouvez apprendre le russe. Il y avait 7 postes au CAPES pour l'apprendre l'arabe cette année en France. Et quand vous ne pouvez pas apprendre l'arabe à l'école, vous allez dans une école coranique. C'est en ce sens que je dis, si on n'est pas attentif à cette communauté musulmane, c'est une tentation supplémentaire pour aller vers il y a quelques postes pour apprendre le chinois, mais enfin le chinois n'est pas non plus développé comme l'anglais ou l'espagnol dans notre pays. Bon, je veux dire que c'est une discrimination. Est-ce qu'il faut davantage enseigner l'arabe à l'école ? C'est ce que préconise le rapport. Moi, j'ai fait de l'arabe Henri IV quand j'étais au lycée. On apprenait l'arabe littéral. Bon, c'est très loin quand même, c'est très loin. Ce n'est pas l'arabe que veulent parler les descendants d'immigrés de pays qui ont des dialectes différents. Il y a peu d'Égyptiens ou de Syriens qui sont les deux arabes les plus proches de l'arabe littéral. Il y a assez peu de descendants d'Égyptiens et de Syriens en France, et les dialectes issus du Maghreb en sont déjà un peu éloignés. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le lien. Voilà. Après, moi, je suis pour développer l'enseignement de l'arabe, parce que c'est une grande civilisation. Il y a des marchés dans les pays du Golfe, il y a de quoi faire. Voilà, bon, moi, pareil, à l'ESSEC, il y avait une grande communauté ici du Maroc, on pouvait apprendre l'arabe sans problème. Donc ça veut dire qu'il faut plus de profs. Oui, non, mais d'accord. Et l'enseigner différemment, c'est ça que je pense que la vraie question, oui, mais sincèrement, j'entends depuis très longtemps cette excuse sur l'arabe. Mais est-ce que c'est un sujet ou pas ? Je pense que c'est complètement bidon, et que la réalité, c'est qu'il y a des réseaux religieux qui prospèrent et que ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'arabe. Tout ça est un faux-né d'idéologie qui n'a rien à voir avec ça. Voilà, bon, est-ce que le maoïsme s'introduit par l'enseignement du chinois ? Enfin, je veux dire, il y a un moment, je pense que tout ça, c'est trouver des excuses à un aveuglement collectif qui est que la religion catholique en France s'est affaissée pour des raisons qui sont trop longues à développer ici. On n'a pas voulu voir le retour du religieux à travers l'immigration de confession musulmane. Et la réalité, c'est que le retour du religieux, il vient à travers ces flux et ces installations. Il y a une volonté que l'islam prospère. Il y a une islamisation des sociétés occidentales qui vient par le fait qu'ils croient dans cette religion, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est plus le cas des populations françaises plus anciennes. Voilà, donc il y a un aveuglement parce qu'on ne veut pas voir qu'il y a une différence. Oui. Avec cette proposition qui a fait beaucoup réagir, celle de Gabriel Attal, d'interdire le voile dans l'espace public aux filles de moins de 15 ans, réaction jusque dans son propre camp. Oui. Vous êtes d'accord avec cette proposition ? C'est lui qui est d'accord avec nous, surtout. Comment on l'applique très concrètement ? On va contrôler des jeunes filles dans la rue en disant « Est-ce que vous avez 15 ans ? Montrez-moi votre carte d'identité ». Oui, c'est le cas pour beaucoup de choses. Pourquoi ? Si vous voyez une gamine avec une bouteille d'alcool, vous la contrôlez, vous vérifiez son âge. J'espère, oui. Et on va distinguer comment le petit foulard sur la tête et le voile, tout ça la police a été capable. Ça vous semble applicable ? Oui, c'est tout à fait applicable. Pendant 2 ans, la police a su faire la différence entre les masques pour contrôler 60 millions de Français, entre ce qui était un masque sanitaire et ce qui n'en était pas. Je crois me souvenir, Jean-Philippe Tanguy, que Marine Le Pen portait une proposition similaire, mais pour l'ensemble des femmes dans l'espace public. Parce que c'est bizarre, les hommes ne sont pas voilés. Et je crois me souvenir aussi que pendant la campagne présidentielle de 2022, elle était un petit peu revenue sur sa proposition. Est-ce que c'est pas simplement une proposition de campagne quand on n'est pas au pouvoir ? C'est bien sympathique. Non, mais Marine Le Pen n'est jamais revenue sur cette proposition. Je me souviens très bien, j'étais directeur de campagne adjoint. Il y avait une tentative de comme un certain lobby médiatique, qui n'était pas d'ailleurs votre antenne, pour faire croire ça. Mais c'était totalement faux. Marine Le Pen n'est jamais revenue sur sa volonté d'interdire le voile. C'est juste qu'on a expliqué que ça se ferait par étapes. Vous maintenez la volonté de l'interdire dans tout l'espace public pour toutes les femmes. Voilà, et ça se fera par étapes. On combattra d'ailleurs le voile dans les lieux de savoir, les universités, les services publics, les entreprises et à la fin, la rue. Pour quelle raison ?
Parce que le voile est un symbole de discrimination et de mépris pour la femme, Je vous ai considérant même entendu que dire... la femme serait par nature une pécheresse à la vue des hommes voyeurs et pervers. Voilà. Excusez-moi, je ne partage pas cette conception, ni de la femme ni de l'homme d'ailleurs, et je considère On que n'est les pas dans femmes... le domaine d'une liberté qui... Non, c'est pas une liberté. D'ailleurs, pareil, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. L'ironie veut aussi que je trouve que l'Europe a oublié sa propre histoire. Et beaucoup de régions européennes voilaient aussi les femmes sous différentes, forces. Mes aïeuls en Bretagne, quand je vois des vieilles photos, elles étaient toutes de noir vêtues et voilées d'une certaine façon. Et c'était évidemment parce qu'on considérait que la femme ne devait pas être aussi visible que l'homme et n'avait pas les mêmes libertés. Donc évidemment, le voile des femmes signifie son asservissement à l'homme, son exclusion de la société. Dans tous les cas, vous n'envisagez pas qu'elle le porte Non, mais il y a des par gens conviction. mais il y a des gens qui peuvent le faire par conviction, mais on peut se tromper. Et je pense que ces femmes, si elles le font de manière innocente, se trompent et ne se rendent pas compte quels sont les tendards d'idéologie islamiste qui veulent à terme leur retirer les droits. Et puis si vous creusez un peu en parlant à ces femmes, bon, généralement, on ne peut pas dire que ce soit la grande égalité à la maison. Jean-Philippe Tanguy, la fin des débats sur la fin de vie, c'est ce week-end avant le vote prévu mardi. On parle évidemment du débat sur l'aide à mourir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le voter, ce texte? Vous allez vous abstenir ou vous allez vous opposer? Moi, je voterai ce texte avec quelques collègues. Nous avons une liberté de vote totale dans notre groupe. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris position contre ce texte. Moi, sous réserve que les garde-fous soient maintenus jusqu'au bout, je voterai ce texte. Oui. Pourquoi avoir changé d'avis de la part de Marine Le Pen qui disait, moi, sur les sujets de société, je suis très prudente et je laisse chacun se faire sa religion, j'allais dire. Elle a totalement laissé la liberté au groupe. Elle a donné son avis. Elle a un avis quand même. Elle n'a jamais dit qu'elle n'avait pas d'avis. Marine Le Pen a toujours été opposée aux lois sur la fin de vie. En particulier, considère qu'il n'y a pas assez de garde-fous sur ce texte-là. Mais je pense que Marine Le Pen y était opposée depuis le début. Jordan Bardella s'était pas exprimé. Il a fait une tribune que j'invite à lire, qui est très intéressante, où il exprime pourquoi lui, il a pris cette position. Mais moi, je trouve que c'est justement très intéressant de voir que le Rassemblement national, qui est quand même aujourd'hui le premier parti en vote de France, est capable d'organiser en son sein des débats sur la société où on est dans le respect, où ça n'entame pas notre cohésion. Le RN au pouvoir, ce texte, il est maintenu ou il est détricoté? C'est à Marine Le Pen de choisir, une fois que ce texte sera... On imagine que vous souhaiteriez qu'il soit maintenu, mais c'est peut-être pas le cas de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Je me rangerai à l'avis de Marine Le Pen, évidemment, pour son programme. Elle veut un moratoire, toujours. Vous avez raison, en 2022, elle avait mis un moratoire sur toutes les questions de société. Donc on verra en 2027 si ce moratoire est maintenu ou pas. Aujourd'hui, Marine Le Pen ne s'est pas exprimée. Moi, je voudrais juste, sans y passer trop de temps, mais que vous nous disiez ce qui vous rassure dans l'encadrement de cette mesure. J'estime que... Parce que qui suscite beaucoup de craintes et d'opposition d'autres camps. Oui, mais vous êtes rassuré. Vous considérez que c'est bien encadré? Oui, puis moi j'écoute attentivement les débats. Je prends très peu la parole. J'ai même pas du tout pris la parole sur ce débat parce que justement j'écoute, je consulte. Je prétends pas avoir une vérité sur ce thème-là. J'ai des collègues qui ont beaucoup plus travaillé que moi, mais je trouve que la capacité de discernement, la liberté de choix est très bien encadrée. Par exemple, on n'a pas reconnu les directives anticipées, établissant qu'on pouvait s'exprimer 10 ans avant et puis 10 ans après avoir changé d'avis. Justement, que le discernement devait être et la liberté de choix devait être affirmée jusqu'au dernier moment. Un mot sur la liste des métiers en tension, rien à voir. Vous êtes, je disais, le monsieur économie aussi du RN. Cette liste, on l'a attendue plusieurs mois. C'est une conséquence de la loi immigration de 2024. Elle a été publiée hier, document qui met à jour le manque de main-d'œuvre métier par métier, région par région, ce qui évitera par exemple à des employeurs de risquer des amendes et même de la prison en faisant travailler des sans-papiers qui pourront être régularisés à terme. Vous retenez quoi, vous, de cette liste et du choix des métiers et des régions? Moi, je retiens que M. Retailleau trahit tout ce qu'il a dit quand il était dans l'opposition. M. Retailleau était contre la régularisation des sans-papiers, y compris pour les métiers en tension. Donc, pour garder sa voiture avec chauffeur, comme sur tant de sujets, eh bien, il trahit ce qu'il avait dit. Moi, je ne vois rien d'autre. C'est toujours les mêmes métiers, c'est toujours les mêmes baratins que le patronat nous sert depuis 50 ans. C'est pas nécessaire. Pas du tout. Il y a 6 millions de chômeurs en France. Il y a plus d'1 million d'immigrés légaux au chômage. Oui, il faut former les gens. Et en particulier, il y a déjà plus d'1 million d'immigrés au chômage. Donc c'est bizarre de vouloir faire, non qualifiés, de vouloir faire rentrer d'autres immigrés qui... auront les mêmes comportements que les autres. Mais chez vous, dans les Hauts-de-France, ce sont des êtres humains comme tout le monde, donc on a le même comportement. Il n'y a pas un comportement différent des clandestins que des immigrés légaux, que des Français. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons les mêmes comportements. Donc tant qu'il y aura une capacité à vivre mieux de l'assistance que du travail, quelles que soient nos conditions, quelles que soient nos origines, on a les mêmes comportements. En tout cas, Jean-Philippe Tanguy, on vient de vous entendre sur Bruno Retailleau. Il vous inquiète tant que ça Il ne m'inquiète pas du tout, mais c'est pas pour ça que je ne dirais pas la vérité. Donc M. Retailleau, je le suis depuis très longtemps, puisqu'à l'origine, il appartenait à la
grande famille souverainiste avec monsieur Ce ne sera pas un concurrent sérieux pour vous? Non, enfin je pense que les Français verront la vérité comme ils l'ont vu sur d'autres. Au fur et à mesure, il a abandonné le souverainisme, maintenant il abandonne ses convictions sur l'immigration, bientôt il abandonnera d'autres choses. Ce qu'il n'a jamais abandonné par contre, c'est son mépris pour un certain nombre de droits sociaux, par exemple l'égalité homme-femme ou le droit des minorités. Ça, il n'a jamais changé d'avis. Merci Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Merci Bérangère Bonte. Les informés avec Renaud Dely arrivent dans quelques minutes.